réunion du groupe consultatif sur le financement du plan national du développement, le président Alassane Ouattara, le premier ministre Kablan Duncan et plusieurs ministres depuis hier à Paris. La rencontre s'ouvre demain. Aujourd'hui, 3 décembre, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée internationale des personnes handicapées qui vise à renforcer le bien-être des handicapés. Dans ce journal, le message du gouvernement à la faveur de cette journée. Et puis l'ouverture ce matin d'un séminaire autour de la lutte contre le racket en Côte d'Ivoire. Le rapport entre la lutte contre le racket, la paix, la sécurité et le développement au cœur des travaux. Le numéro 2 de l'unité de lutte contre le racket sera notre invité. Voilà pour les titres, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans le 20h. Le président de la République Alassane Ouattara est depuis hier à Paris. Il va présider demain et après-demain la table ronde sur le financement du plan national de développement PND de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Le président Ouattara a été accueilli dans la capitale française par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et une dizaine de membres du gouvernement ainsi que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. Témoignage, Abiba Dambele-Sawé. Le groupe consultatif aura lieu les 4 et 5 décembre. C'est une grande réunion organisée par la Banque mondiale et nous-mêmes. Une bonne partie du gouvernement là, avec je crois 10 ministres, le Premier ministre. Nous ferons l'ouverture le 4 décembre et nous espérons pouvoir mobiliser le maximum de ressources pour le financement du programme national de développement. C'est une réunion importante et nous pensons que les choses devraient bien se passer. Voilà, le chef de l'État était au micro d'Abiba Dambele-Sawé. Elle ouvre donc ses portes demain, la table ronde sur le financement du plan national de développement PND de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Quelle est l'importance de la rencontre de Paris? Quels en sont les enjeux? Élément de réponse avec David Gouedamobio. On le sait, l'ambition du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et pour y parvenir, dira le président de la République, une nouvelle stratégie de développement claire et cohérent est nécessaire. Cette nouvelle stratégie a été élaborée et adoptée par le gouvernement le 28 mars dernier et intitulée Plan national de développement pour la période 2012-2015. Cette stratégie reprend les grandes priorités du programme de gouvernement sur la base duquel les Ivoiriens ont accordé leur suffrage au candidat Alassane Ouattara en novembre 2010. Le plan national de développement, en abrégé PND, trace les grands axes de l'action gouvernementale tant au plan national que régional pour atteindre une croissance vigoureuse, soutenue et productrice d'emplois. Le PND vise également à réduire de manière significative le taux de pauvreté d'ici 2015. Ce plan définit les grands moteurs de croissance qui devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre une croissance de 9% en 2013 et environ 10% en 2014-2015. À travers ce plan national de développement, la Côte d'Ivoire entend redevenir un havre de paix, un état de droit et de bonne gouvernance, une démocratie forte et solidaire où le secteur privé pourra bénéficier des meilleurs environnements des affaires en Afrique dans une économie dynamique et ouverte sur le reste du monde. Le PND, Plan national de développement, apparaît donc comme un document de référence pour tous les acteurs, tant au plan national que régional et international. Le succès du PND passe donc par l'implication des populations, du gouvernement, des institutions de la République, des élus, des opérateurs économiques, de la société civile et des partenaires au développement. Pour le président de la République, c'est à ce prix que la Côte d'Ivoire retrouvera la place qui est la sienne dans le concert des nations.
À partir de demain 20h, donc, vous pourrez avoir les premiers comptes rendus avec notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé, concernant cette table ronde autour du programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Il était face à l'Assemblée nationale ce matin, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il était face donc aux députés pour la présentation de deux projets de loi, celui portant organisation des collectivités territoriales et celui portant modification du code électoral. Tous ces deux projets de loi ont été adoptés. Vous aurez le compte rendu de Laurent Banga dans nos prochaines éditions. Et puis j'en viens à ce tête-à-tête entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et le ministre délégué à la défense Paul Kofi Kofi. En toile de fond, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et l'état des lieux au plan sécuritaire. Vous aurez également le compte rendu de Marie-Laure Ngoran dans nos prochaines éditions. Elle prend forme à la lutte contre le racket en Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec la Banque mondiale et l'Association pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire, organise depuis ce matin un atelier de réflexion. Thème, enjeu de la lutte contre le racket, sécurité, paix et développement. L'atelier, qui durera une semaine, vise à sensibiliser les forces de sécurité sur la nécessité d'éradiquer le phénomène du racket. On en parle dans un instant avec le commissaire de police Kwame Alain Oura, commandant second de l'unité de lutte contre le racket. Mais avant, suivons ensemble à ce compte rendu signé Abou Sanogo. Le présent atelier vise à sensibiliser les acteurs que sont les forces de sécurité, non seulement sur les conséquences du racket et sur l'économie nationale et l'image du pays, mais aussi sur les risques et sanctions qu'elle encourt en s'adonnant à de telles pratiques. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit, ce qui touche les gens, c'est le racket dans la rue. Je vous engage à monter au créneau pour que nous puissions éradiquer le racket. Ce racket qui est si visible, qui déstabilise nos compatriotes. Parce que moi, je ne laisserai pas prospérer. La Banque mondiale et l'Association pour la promotion des exportateurs de Côte d'Ivoire, APEXI, à travers la mise en œuvre du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des petites et moyennes entreprises, s'engagent à aider le gouvernement ivoirien à éradiquer ce phénomène. Phénomène perceptible au niveau des forces de sécurité et qui se caractérise par les tracasseries routières. La Banque mondiale a mis à disposition donc, de l'État de la Côte d'Ivoire un projet, donc un financement dans lequel il y a une composante d'appui à toutes ces initiatives de lutte contre les rackets pour mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation, campagnes de renforcement des capacités ainsi que des moyens pour faciliter la communication et éradiquer ce phénomène. Le phénomène du racket constitue une entrave grave aux activités socio-économiques indispensables à la relance de l'économie nationale. Ses conséquences se chiffrent à plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2010. Comme annoncé, pour parler de ce sujet, je reçois pour vous chez vous le commissaire de police Oura Kwame Alain. Il est commandant second de l'unité de lutte contre le racket ULCR. Bonsoir commissaire. Bonsoir M. Ali Diarafouba. Quels sont les objectifs de ce séminaire qui s'est ouvert ce matin à Abidjan? Ok. Merci M. Issa Diarafouba. Les objectifs de ce séminaire, Ali Diarafouba. Les objectifs de ce séminaire sont la sensibilisation de la haute hiérarchie dans la lutte contre le racket. À l'issue du séminaire, la haute hiérarchie sera sensibilisée et un organe de suivi et évaluation sera mis en place pour conduire le projet dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Qui prend part à ce séminaire? Est-ce seulement les policiers ou tous les corps de l'armée ivoirienne? Il s'agit de tous les corps de l'armée ivoirienne, mais pour ces premiers jours à l'ouverture, il a s'agit de toucher tous les ministères de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, étaient invités tous les cabinets ministériels de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, sur le terrain, pratiquement, comment se passe cette lutte contre le racket dont on parle tant? Sur le terrain, nous avons trois axes principaux. Le premier, c'est la sensibilisation. Le second, c'est le suivi des décisions administratives. Par exemple, faire respecter les 33 barrages sur l'étendue du territoire. Et le troisième axe consiste à rassembler des preuves et conduire les mises en cause devant les parquets ou les inspections
de répression et de sanctions disciplinaires. Mais on n'a pas encore eu écho d'un cas de répression, de sanctions sur le terrain d'un agent pris en flagrant délit de racket. Est-ce que vous en avez sous la main? Effectivement, nous en avons sur la main, mais étant policiers, nous avons le droit de réserve. Et donc tous les cas dont nous avons connaissance sont confiés au ministre de l'Intérieur et en son temps, il prendra les décisions. De quelle sanction est passible un agent pris en flagrant délit de racket sur le terrain? Et cela relève d'une question à deux volets. Il y a un aspect disciplinaire qui est jugé par l'inspection et un aspect pénal dont peut connaître le tribunal militaire. On aura l'occasion de poursuivre cet entretien avec vous. Je m'en vais dire que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, lui aussi s'engage dans la lutte contre le racket. Il a d'ailleurs eu une séance de travail avec l'ensemble des officiers de police judiciaire de l'unité contre le racket. Le procureur militaire leur a rappelé leur mission, celle de réprimer le racket avec comme consigne la tolérance zéro, nous dit Abou Sanogo. La répression du racket est un axe important de la politique criminelle militaire. Au cours de la séance de travail avec les agents chargés de la répression du racket, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame leur a rappelé leur mission, à savoir réprimer sévèrement ce phénomène avec comme consigne la tolérance zéro. Le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a exhorté les enquêteurs à faire mieux en allant sur les lieux de leur propre initiative sur plainte ou dénonciation. Au corridor, ils doivent démanteler les kiosques ou guérites qui servent d'abri aux agents véreux. Le procureur militaire a également indiqué qu'à compter du 18 décembre prochain, s'ouvrira le procès des 24 policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire déjà inculpés pour racket. D'autres suivront, a-t-il ajouté, car le tribunal militaire d'Abidjan ne relâchera pas la lutte contre le phénomène du racket qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité du militaire. Commissaire Ora Kwame Alain, quelles sont vos méthodes pour traquer les agents qui font du racket sur le terrain? Nos méthodes sont simples. La première méthode, c'est la dénonciation par des numéros verts que nous avons mis en place. Ils sont fonctionnels, ces numéros verts? Et ces numéros verts sont fonctionnels 24 heures sur 24. Et je vais profiter pour souligner le fait qu'il s'agit de 4 numéros dits le centre d'appel provisoire, en attendant la mise en place d'un centre d'appel définitif. Et lorsque vous êtes joint par un quelconque citoyen pour dire qu'il a vu des policiers en flagrant délit de racket, comment vous agissez concrètement? Nous avons deux types de réactions. La première consiste à impliquer la hiérarchie que nous voyons rapidement par téléphone. Et la seconde, lorsque nos équipes sont non loin du lieu de la commission de l'infraction, nous intervenons et nous pouvons agir en flagrant délit. Est-ce qu'on peut dire que ces méthodes ont fait leur preuve sur le terrain? Effectivement, nous avons un certain nombre de personnes mises en cause dans nos structures qui montrent que nos méthodes sont efficaces. On va terminer avec la composition de l'unité de lutte contre le racket. L'unité de lutte contre le racket compte à ce jour 417 agents composés essentiellement de policiers, de gendarmes, des FSI, des eaux et forêts et des douaniers. Merci à vous, commissaire Ora Kwame Alain. Avec vous, on a parlé de ce séminaire qui s'est ouvert ce matin concernant la lutte contre le racket initié par le ministère de l'Intérieur et la Banque mondiale. Merci à vous. Merci, monsieur. Il existe désormais en Côte d'Ivoire une charte pour le bon usage de l'Internet. Elle est composée de 12 articles qui orientent l'usager d'Internet. Alors la découverte de cette charte avec Fatou Fofana. Comment adopter un bon usage de l'outil Internet? L'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire a répondu à cette question par la création d'une charte des bons usages d'Internet. Chacun doit pouvoir faire la promotion de l'Internet, donc à travers les différents organes qu'il a. Les parents feront la promotion de l'Internet, de ces bons usages avec leurs enfants, en leur donnant des conseils, notamment à travers les articles de la charte. Les entrepreneurs pourront donc faire la promotion des bons usages de l'Internet dans l'entreprise en faisant la promotion à travers l'article de la charte qui concerne directement l'usage de l'Internet en entreprise, et ainsi de suite. Et à l'école, ce sera la même chose. Composée de 12 articles, la charte des bons usages d'Internet oriente de façon générale l'usager d'Internet. Elle fait la promotion d'un usage éthique, correct et courtois d'Internet dans le respect de chacun.
Les 12 articles sont représentés chacun par un symbole facile à distinguer et à retenir. La charte fait notamment cas du droit fondamental d'accès à Internet, du respect des droits de propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée. Cette première charte des bons usages d'Internet en Côte d'Ivoire a déjà été adoptée par des structures de régulation et des moteurs de recherche, comme l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, l'Initiative pour la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire, Epistrophe et Google. Elle est disponible sur les www.charte-internet.ci. Aujourd'hui, 3 décembre, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Je propose de suivre maintenant le message du gouvernement à la faveur de cette journée. Toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou une partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale du fait d'une déficience congénitale ou non de ses capacités physiques ou mentales est appelée personne handicapée. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre plus de 85 000 personnes handicapées selon le recensement général de la population et de l'habitat de 1998. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement exhorte les populations à lever les barrières pour créer une société inclusive et accessible à tous. Je voudrais inviter chaque Ivoirien, toutes les communautés installées dans notre pays, tous les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire, à revoir le regard que nous portons sur les personnes handicapées, à soigner l'image, la conception que nous avons de ses frères, de ses sœurs, de ses pères, de ses mères, car dans ce groupe que nous méprisons trop souvent se trouvent également des personnes de notre entourage, c'est-à-dire des membres de notre famille, des amis, des voisins. Le gouvernement s'engage à prendre dans les jours à venir diverses mesures pour réduire les difficultés que rencontrent les personnes handicapées. Car, ajoute le ministre, tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette journée internationale des personnes handicapées est de sensibiliser davantage la population et améliorer la situation des personnes handicapées et leur permettre de bénéficier des mêmes chances que les personnes valides. À quand remonte l'instauration de cette journée, son historique avec Alexis Ouedraogo. 1 600 000 personnes vivent avec un handicap en Côte d'Ivoire. Ce chiffre est du recensement général de la population RGPH 98. La communauté internationale ne les oublie pas. Elle a instauré depuis ces 10 dernières années une journée internationale des personnes handicapées, une célébration qui s'appuie sur la résolution 47.3 des Nations Unies. Objectif, impliquer le plus grand nombre à la réflexion sur des mesures incitatives et innovantes pour une meilleure application des normes et règles internationales, organiser des rencontres, discussions publiques et des campagnes d'information mettant en avant leurs problèmes, les tendances et les moyens par lesquels eux et leurs familles pourraient mener une vie autonome. Cette journée célèbre aussi le rôle joué par les personnes handicapées dans les sociétés où elles vivent. Elle permet aussi de susciter des actions en vue de faire progresser leur participation à la vie sociale et au développement de leur pays. En Côte d'Ivoire, la loi en son article 6 contient des dispositions en faveur des personnes handicapées. Elle entend leur permettre de bénéficier des mêmes chances que les personnes valides. Flashback sur la journée mondiale du sida célébrée il y a 48 heures. Avec Thérèse Tapé-Yobo, on revient sur la célébration de la journée dans le district sanitaire de Sassandra. Cette étape a connu un succès et s'est déroulée avec l'appui de l'organisme français Esther et l'ONG Médecins du Monde. Mobilisation particulière contre le sida à Sassandra à l'occasion de la 25e journée mondiale de lutte contre la pandémie du siècle. Cross-country et défilés ont marqué cette journée qui a été célébrée à la place du Saint-Esprit de Sassandra. Evelyne Naïkba, porte-parole de la plateforme associative des ONG engagées dans la lutte contre le VIH-Sida dans le district sanitaire de Sassandra, a révélé que 99% des femmes reçues à la maternité de l'hôpital général ont accepté le dépistage. Quant au docteur Alfred Ablo, directeur départemental de la santé, il a quant à lui posé le problème de la gestion des dépistés positifs au VIH-Sida. Ils sont nombreux
qui s'évanouissent dans la nature et sont donc perdus de vue, abandonnant ainsi le traitement et la prise en charge qui sont pourtant gratuits. Cette année, seulement 13 femmes sur 107 dépistées positives ont accouché dans les centres de santé. Il faut donc accroître la sensibilisation, a dit le directeur départemental de la santé, qui fait remarquer que l'équipement et la formation des agents de santé ne font pas défaut. En effet, grâce à la coopération avec le CHR de la ville d'Annecy en France, les 21 centres de santé du district sanitaire de Sassandra sont entièrement équipés pour le dépistage et le traitement gratuit. La ville d'Annecy assure aussi la formation des agents du district à travers des stages en France, ce qui fait qu'à Sassandra, les malades ne se déplacent pas. Les agents de santé vont même jusqu'à leur pour leur traitement, pour leur prise en charge. L'expérience de Sassandra est unique et cette école s'est réjouie, Dr Ablou. Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine du développement ont décidé de s'unir. Elles ont pris l'engagement de fédérer désormais leurs actions à travers une fédération, la FEDOSI. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu il y a quelques jours ici à Abidjan. Fatou Fofana. Elles ont décidé de s'unir pour être beaucoup plus fortes. Les ONG exerçant en Côte d'Ivoire dans les domaines du développement, de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de l'emploi, de l'agriculture et de la cohésion sociale ont décidé de se retrouver au sein d'une fédération, la FEDOSI, Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale constitutive, doublée de l'investiture du président de la fédération il y a quelques jours à Abidjan Plateau. Koné Satigui a été choisi pour être le premier président de la FEDOSI. La Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire voudrait ici s'adresser à nos gouvernants en leur demandant humblement d'impliquer davantage les ONG et les associations dans les prises de décision ou à tout le moins à les écouter, parce qu'en réalité, les ONG qui sont les aspirations profondes des populations connaissent les besoins effectifs des villages, des villes et communes de Côte d'Ivoire en matière d'infrastructures et de besoins réels de développement. Selon Dosso Tsekoura, président du comité d'organisation de cette double cérémonie, la FEDOSI est née pour aller à la recherche des fonds en vue du financement des activités des ONG. Chose que confirme le président Koné Satigui, qui a précisé que plus de 40 coordinations régionales de la fédération seront installées à travers tout le pays, dont 6 à Abidjan, pour maîtriser la question du développement. Un dossier dans cette édition, il concerne le barrage de Sangari que le président de la République a décidé de réhabiliter afin de régler le problème de manque d'électricité dans la région. Le village qui abrite le barrage devrait en tirer un énorme bénéfice. Le point avec Eugène Atoubé. Les populations de la région du Bondoukou étaient convaincues de trouver avec l'arrivée sur leur terre du président Alassane Ouattara la réponse à leurs préoccupations et besoins. Elles ne se sont pas trompées. Entre autres solutions apportées par le président de la République, celle concernant la longue attente du village de Sangori. D'abord le raccordement de la ville au barrage de Sangori qui permettra de régler définitivement le problème d'eau ici. Sangori, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bondoukou. C'est là-bas qu'a été construit en 1971. Le barrage que le président de la République a promis de réhabiliter. Un vaste plan d'eau qui s'étend sur 1 kilomètre. Aujourd'hui, prisonnier des herbes et plantes aquatiques qui l'ont recouvert jusqu'aux 2 tiers. Encore amer, non que la nouvelle de la réhabilitation du barrage ne les comble pas de joie, les anciens de Sangori à leur tête la notabilité rappellent que le village n'a jamais obtenu de dédommagement après destruction des champs des riverains. Mais le barrage, on devait payer quelque chose dedans pour donner le village, mais rien, il n'y a pas l'intérêt du village. Les populations de Sangori s'étaient contentées des bénéfices que seul leur courage pouvait apporter. Le barrage était un atout. Les jeunes et les femmes se sont adonnés à des activités agricoles de substitution.
la pêche, la culture du riz, les maraîchers et la pisciculture grâce au barrage. Mais aujourd'hui, les choses ont changé avec l'abandon du barrage, faute d'entretien et l'absence d'assistance à la coopérative Wabo de Songori en intrants et équipements modernes de production. Les barrages commencent à... Il y a des trous, des canaux, tout ça là sont gâtés. Et puis, les bords des choses, de la rivière, du barrage, il y avait des cailloux qu'on a mis, les choses, les fantassins qu'on a fait, tout ça là, c'est gâté. Quand on travaille, il n'y a pas de machine. Actuellement, il n'y a pas d'entrant. Parce que quand on donne l'engrais, c'est ça, les paysans peuvent développer. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de machine. Songori est reconnu comme le grenier de la région du Gontougo. Et ceux qui hier portaient la coopérative Wabo à tour de bras rappellent à l'envie cette belle époque marquée par des distinctions honorifiques. Aujourd'hui, la mutuelle de ce village œuvre pour que le barrage de Songori, réhabilité, soit le nouvel espoir des populations. Nous demandons à l'État et au président de la République le financement des projets pour les jeunes. Nous avons déjà des jeunes qui sont disponibles pour la pisciculture, la riziculture, les maraîchers. Et pour réaliser tous ces rêves-là, il faut les aider en matière de mécanisation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler avec les dabas, les machettes. Il nous faudra quand même des tracteurs. À Songori, on est convaincu que le progrès des populations est pour un futur très proche. Pour des populations qui se disent flouées par l'exploitation de leur manganèse, le véritable salut du village se trouve dans la réhabilitation du barrage et ce qu'elles vont exiger de l'exploitation du site aurifère de Songori. Rendons-nous maintenant dans la commune de Koumassi où c'est la fin de la discorde entre la jeunesse RHDP et LMP de la commune. Elles ont décidé de conjuguer désormais leurs efforts pour participer au processus de réconciliation nationale. Herman Niamien, Mamadou Kwasi. Koumassi Sikoji. Ici, lors de la crise post-électorale, les jeunes issus de l'ex-majorité présidentielle et ceux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont affrontés, occasionnant des morts. Aujourd'hui, ces jeunes ont décidé de mettre fin à la division et d'enterrer définitivement la rage de guerre. D'où la cérémonie de repentance et de pardon. Bourreau d'hier, ces deux jeunes de l'ex-majorité présidentielle revenus fraîchement d'exil reconnaissent leur erreur et demandent pardon à leurs victimes. On a fait quelque chose qui n'a pas marché, le pouvoir nous tend la main, il faut rentrer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je suis venu contribuer à cette cérémonie de réconciliation de paix pour dire à nos parents, pour leur demander pardon. Pardon de nous accepter, pardon de tout ce qui s'est passé, et en même temps dire à mes amis qui sont encore de l'autre côté, qui sont encore dans le flou, pour dire que ce n'est pas une trahison, de demander pardon pour que nos amis de l'extérieur puissent rentrer, venir voir leurs parents, parce que vivre en exil, c'est pas facile. Les victimes, quant à elles, se disent prêtes à faire table rase du passé pour s'engager résolument dans le processus de réconciliation nationale. Les enfants, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils m'ont demandé pardon. J'ai accepté. C'est pourquoi je suis dans le soleil. Le parrain de la cérémonie, le ministre Issé Ibrahim Bakongo, félicite les initiateurs pour cet engagement en faveur de la paix. Il se dit prêt à les accompagner pour une cohésion sociale réussie au sein de la population. Tant que l'initiative qu'ils ont prise sérieusement vécue, tant que la réconciliation qu'ils viennent de sceller est sincère, réelle, nous serons là à leur côté pour les appuyer. La cérémonie a été aussi l'occasion pour le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la réconciliation et la paix, Zadi Djeke, d'inviter les exilés à saisir la main tendue du président de la République pour mettre fin à la méfiance. Aux autorités ivoiriennes, il leur demande également de poser des actes forts afin de rassurer les exilés. Parlons maintenant de l'élection de la Miss CEDEAO en présence du ministre ivoirien de l'intégration africaine Ali Koulibaly. La Miss est de la Guinée. La candidate numéro 4 de la Guinée a été donc désignée du haut de son mètre de 170 cm pour 55 kg avec 115 points. Miss CEDEAO 2012 par Madame Diakité Geneviève, présidente du
jury. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est cette jeune dame de la Guinée qui a été désignée Miss CEDEAO 2012. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h. Dans un instant, Lundi Sport avec Cathy Touré. Bonsoir.